La maladie vient s'inscrire dans l'histoire d'une personne. Elle n'est pas là à un moment donné, puis elle s'en va. Elle s'inscrit vraiment, elle était dans un avant, un pendant et un après. Et je pense qu'il y a une dimension comme ça vraiment à prendre en compte pour continuer de vivre. Bienvenue dans De vous à nous, le podcast de l'ICANS, l'Institut de cancérologie de Strasbourg Europe. Institut de référence en France dans le traitement du cancer, l'ICANS concentre la pointe de la technologie en matière de cancérologie, tant sur le plan humain que technique. Du diagnostic au traitement, les équipes pluridisciplinaires de l'Institut prennent en charge l'ensemble des pathologies cancéreuses. À travers ce podcast, nous avons recueilli les témoignages de spécialistes, de chercheurs et de patients afin de vous faire découvrir leur travail, leurs avancées, leurs combats communs contre cette maladie. En ce moment et comme chaque année, la campagne Octobre Rose bat son plein et propose de lutter contre le cancer du sein en informant et dialoguant. C'est dans le cadre de cette campagne que l'ICANS se mobilise et vous propose une série de 3 épisodes dédiés à ce sujet. Chaque histoire, chaque situation, chaque patiente est différente. Pour appréhender au mieux les changements qui vont survenir durant et après la maladie, un accompagnement spécifique est donc proposé. De quoi s'agit-il exactement ? Quelles aides peut-on solliciter ? Qu'est-ce que le programme d'éducation thérapeutique et comment appréhende-t-on sa vie après la maladie ? C'est ce dont nous parlerons dans ce 3e épisode de vous à nous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Je suis Francine Thirier-Pfeil, cadre de santé des soins de support. Je coordonne donc 2 programmes d'éducation thérapeutique, notamment l'un pour l'après-cancer du sein. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des différents changements qui vont intervenir au cours du traitement des patientes ? Les traitements dont ces personnes vont bénéficier sont responsables de troubles de l'image corporelle, mais surtout de la fatigue parce que la patiente ou le patient sera obligé de venir quand même plusieurs semaines de suite et tous les jours. Donc ce n'est pas tant la séance que les trajets si la personne habite loin, puisqu'il n'y a pas de centre de radiothérapie dans toutes les villes autour de Strasbourg. Donc la prise de poids également qui intervient suite à certains traitements, aussi suite à la fatigue, parce que du coup, la personne se mobilisera moins, fera moins de sport. C'est pourquoi nous lui proposerons une solution adaptée avec de l'activité physique adaptée. Et il y a également des changements d'habitudes alimentaires suite au traitement de chimiothérapie qui peuvent influencer le poids. Comment on arrive à y faire face ? Comment on les appréhende en tant que patiente, ces changements ? Alors, il faut savoir que le diagnostic d'un cancer ou d'une maladie grave, le cancer étant quand même considéré comme une maladie grave et une maladie chronique, influence l'humeur de la personne et son quotidien parce qu'il arrivera un moment donné où elle sera fatiguée, elle ne pourra plus assumer ses charges habituelles lorsqu'elle a des enfants, au travail. Alors, soit elle se met en maladie, soit elle accepte de faire un mi-temps thérapeutique. Et donc, de se voir un petit peu diminuer quand même de ses activités habituelles est difficile à prendre en compte pour la personne malade. Il faut savoir que le médecin donc annonce le diagnostic à la patiente. Une infirmière d'annonce reprendra les traitements et ses effets indésirables avec elle pour lui expliquer au mieux le déroulé de ce traitement et ses effets et comment agir. Et après, en hôpital de jour, souvent d'abord, elle a son traitement et elle est accompagnée par les médecins du service et les infirmières de l'hôpital de jour. Alors pour appréhender au mieux ces changements, quelles sont les aides que la patiente et ses proches peuvent solliciter ? Nous proposons toujours l'accompagnement par une psychologue de l'ICANS, ou alors il y a la Ligue, il y a différentes associations, il y a l'association Vivre comme avant, qui propose une écoute pour ces personnes. Donc, il y a une bénévole qui vient souvent voir ces patientes en chirurgie lorsqu'elles sont opérées et qui propose un suivi également à domicile, soit par téléphone, soit lors d'un retour d'une patiente pour ses examens ou ses traitements à l'ICANS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le suivi d'une patiente après son traitement ?
Alors, les patientes qui terminent leur traitement, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, sont vues par notre équipe et on leur propose un programme d'accompagnement que l'on appelle un programme d'éducation thérapeutique pour l'après-cancer du sein. Donc, ce sont souvent des femmes en fin de traitement avec différents ateliers qui peuvent effectivement les aider à diminuer leur état de fatigue et améliorer leur qualité de vie. Et donc, une personne de notre équipe va les voir. Le médecin également qui les suit, leur médecin référent, peut leur proposer ce programme. Et donc, il s'agit d'un programme d'accompagnement sur 3 mois avec différents ateliers, notamment la kinésithérapeute pour de l'activité physique adaptée pour reprendre un petit peu de l'activité parce que avec la fatigue, la personne a souvent réduit son activité qu'elle pratiquait avant. La diététicienne pour prodiguer des conseils concernant une alimentation équilibrée. Ce ne sont pas des régimes, ce sont toujours des conseils pour une alimentation équilibrée afin de ne pas prendre davantage de poids. Ces patientes se plaignent souvent de douleurs articulaires, donc on leur dit que le sport sera une alternative au soulagement de ces douleurs. Alors évidemment, il y a des médicaments, il y a de l'homéopathie, il y a d'autres choses à faire, mais le sport reste indispensable pour soulager ces douleurs. Elles auront également un atelier avec la pharmacienne pour tout ce qui est effets secondaires des traitements, que ce soit de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie. Il y a également un atelier avec la psychologue sur la gestion de l'après-cancer, avec la famille, l'entourage, le travail. Et il y a un atelier avec justement une bénévole de l'association Vivre comme avant pour un partage d'expériences. Et il y a un atelier avec la socio-esthéticienne pour prodiguer des conseils pour le bien-être et retrouver un petit peu l'estime de soi de la patiente. Il y a des personnes qui n'adhèrent pas à ce programme parce que, effectivement, comme ça concerne l'après-cancer du sein, les transports ne sont pas pris en charge. Et les personnes qui sont traitées chez nous à Licence, mais qui habitent peut-être plus loin, ne vont pas venir et ont donc une petite perte de reprendre ou de retrouver leur qualité de vie notamment acceptable, parce que cela coûte trop cher par rapport à la voiture, au parking, et donc elles n'acceptent pas de participer à ce programme. Donc nous avons quand même des refus. Alors il y a aujourd'hui, heureusement, quand même des associations qui proposent de l'activité sportive adaptée dans certaines villes ou même villages. On essaie de tenir compte du corps, mais également de la tête, comme je vous disais tout à l'heure avec les autres ateliers. Et il est important, dans une démarche d'éducation thérapeutique, de prendre la personne dans sa globalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe l'après-cancer pour les patientes vis-à-vis du monde du travail ? Alors, on les sensibilise au fait de reprendre le travail en temps partiel thérapeutique, parce qu'après un arrêt de 6 mois, 4 mois, c'est variable selon les traitements, 8 mois, 1 an, donc de revoir le service social, la médecine du travail dans le contexte de leur employeur et de recommencer à travailler en temps partiel thérapeutique. Bonne journée. Je m'appelle Élise Guman, je suis psychologue clinicienne ici à Licence. Lorsqu'une femme vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, comment faire pour l'annoncer à sa famille ou à ses amis ? Alors déjà, je pense que juste avant de l'annoncer à ses proches, il faut quand même prendre la dimension du fait des effets de l'annonce sur la patiente elle-même. Il s'agit d'un temps quand même où il peut y avoir psychiquement un état de choc, des effets de sidération parce qu'elle vient d'apprendre, qu'elle suspectait déjà, mais la question de l'annonce de la maladie vient poser quelque chose d'un événement qui survient brutalement dans sa vie à elle.
Donc ensuite, c'est vrai qu'il est question de partager ce qui vient faire irruption auprès de ses proches. Alors elle peut le faire seule, au moment où elle le choisit. Alors moi, ce que je peux donner en général comme conseil, c'est d'éviter justement ce moment tout proche de l'annonce, de prendre le temps déjà d'assimiler un petit peu ce qui vient de se passer avant d'en dire quelque chose. Parce que elle peut choisir de tout dire, c'est-à-dire ce que le discours médical qu'elle a pu entendre, ses inquiétudes, ce qui la traverse à ce moment-là, ou pas. Elle peut filtrer aussi certaines informations en fonction de l'entourage finalement qui sera concerné et qu'elle souhaite concerner dans l'histoire de ce qu'elle peut vivre, de sa maladie, de son histoire personnelle. Alors s'il s'agit de bien sûr d'un ou d'une partenaire, là je parle du couple, de l'intimité du couple, elle peut choisir soit d'être accompagnée aussi par cette partenaire lors de l'annonce. Donc c'est vrai que là du coup la personne qui l'accompagne va entendre au même moment qu'elle pourra entendre les informations qu'elle peut recevoir et va aussi être pris ou prise dans ces effets de l'annonce. Ensuite, il va s'agir d'annoncer peut-être les choses aux enfants. Alors c'est vrai que de prime abord, c'est quelque chose de très compliqué, souvent pour les patientes. Ça génère énormément d'inquiétude, cet endroit des enfants. Alors, j'ai envie de vous dire, tout dépend déjà de l'âge aussi des enfants, mais pas principalement en termes d'âge, c'est plutôt en termes de développement, en fonction de l'histoire de la famille aussi, de la manière dont ça peut communiquer au sein de la famille. Voilà, donc c'est au cas par cas. Ce que je peux, moi, en tout cas, amener dans cet accompagnement-là des patientes, c'est d'en dire toujours quelque chose. C'est-à-dire, on peut dire que la maladie s'agit d'un cancer. Les enfants aussi en ont une représentation, on entend des choses. Donc, il ne s'agit pas de les écarter, en tout cas, de ce qui se passe au sein de la famille et pour leur maman. Au contraire, on peut parler des inquiétudes, on peut parler de l'évolution du traitement, des effets des traitements, de ce qui va pouvoir se voir sur la personne, donc que ce soit d'ordre physique ou aussi les ressentis de fatigue ou des fois un petit peu le recentrage sur soi. Il s'agit de pouvoir le parler à l'enfant pour qu'il puisse s'armer aussi, s'adapter à ce qui est vécu. Lorsqu'au cours de sa maladie, une patiente se sent vulnérable, quels sont les moyens à sa disposition pour surmonter cela ? Il s'agit de comprendre de quoi il s'agit dans son sentiment de vulnérabilité aussi. Est-ce qu'il s'agit d'une vulnérabilité psychique ? Est-ce qu'elle va plutôt s'apparenter à quelque chose d'une problématique sociale ou est-ce qu'il va y avoir des changements au sein de la famille ? Voilà, je parle de l'intégralité finalement de ce qui peut composer la vie de quelqu'un. Voilà, donc encore une fois, on ne va pas orienter de la même manière. Donc ici, bien sûr, à l'ICANS, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire assez importante. Donc là, on va vraiment solliciter nos collègues et aussi inciter les patientes à pouvoir demander de l'aide à différents endroits. Il y a aussi la Ligue contre le cancer qui propose beaucoup de soins, d'activités, qu'elles soient à visée thérapeutique ou non. Comment on gère les remarques maladroites qui peuvent survenir au cours d'une discussion ? C'est très compliqué. Souvent, effectivement, j'ai mis le discours de mes patientes. On me renvoie c'est cette souffrance ou l'impact que ça peut avoir. Ça peut être de l'ordre du détail. Des fois, c'est verbalisé, des fois pas. Il peut y avoir aussi un langage infraverbal comme ça qui peut être interprété par les patientes, un regard, un toucher qui peut être mal vécu. Je pense que l'idée c'est de pouvoir en parler, de débriefer ce que la personne a ressenti et aussi comment elle a vécu la situation, c'est-à-dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc des fois on se rend compte qu'il peut y avoir des mécanismes de défense de la part de la patiente avec quelque chose d'un sentiment de malaise par rapport à ce qu'elle peut renvoyer aux autres, alors que l'intention finalement de l'autre n'est pas malveillante. Mais
Je pense qu'on ne peut pas faire fi des effets non plus que la maladie du cancer peut générer auprès des autres. C'est quelque chose qui peut renvoyer des représentations très angoissantes. Et encore, on est encore beaucoup dans la représentation de la mort, qui est prépondérante. Et donc forcément, ça va générer comme ça des échos à des histoires personnelles. Tout le monde a pu rencontrer ou connaît dans son histoire quelqu'un qui a été atteint par le cancer ou qui l'a été lui-même. C'est quelque chose où chacun peut penser qu'il en a quelque chose à dire. Et là, je pense que justement, il s'agit de relativiser, de replacer dans le contexte de chacun. Et replacer que chaque histoire est différente, la maladie est différente, elle survient à des moments différents et dans des histoires de sujets différents. Il ne s'agit pas de se laisser aller à calquer des vécus, des ressentis des autres sur soi-même. Et je pense que là, on peut nous accompagner les patientes à pouvoir faire cet écart. Mettre à distance finalement ce discours des fois difficile de la part des autres, et aussi encore une fois nous ce qu'on amène aussi en entretien, c'est cette possibilité de ne pas forcément en parler à tout le monde, de choisir à qui on peut en parler, sans la dimension de cachet ni de honte, mais au contraire de pouvoir sélectionner finalement les personnes qui vont avoir un rôle, une importance dans cet accompagnement-là, plutôt que de partager cette information qui justement peut échapper ensuite. Comment on arrive à se réapproprier son image suite à un traitement, suite à une chirurgie ? Alors comment encore une fois, en fonction de ce que peut vivre la patiente elle-même, de ce que ça peut toucher, venir amputer en elle. Il s'agit que là on touche finalement à la question du corps. Bon, il y a une partie qui s'en va, mais psychiquement ça vient amputer également quelque chose. Il y a une partie d'elle-même qui s'en va également. Donc comment se réapproprier ce corps, ce nouveau corps qui est finalement est toujours le sien mais différent. Alors là, on a des techniques. Bon, déjà, la psychothérapie à visée analytique, mais on a vraiment une aide très très précieuse de toutes les thérapies de type corporel. On va viser de reconnexion corporelle. On peut parler de yoga, d'hypnose, de méditation à pleine conscience. On peut aller sur des techniques de respiration. En tout cas, l'idée là, ça va être de se ressentir, de renouer avec quelque chose de l'intérieur de soi, avant de pouvoir finalement élaborer quelque chose de la relation aussi à l'autre. Là, il va s'agir de se repercevoir, de se réidentifier, de se recréer cette identité nouvelle pour ensuite investir peut-être davantage ou peut-être plus facilement la relation à l'autre. Là, je parle de la relation de couple, l'intimité, la sexualité et tout ce qui va pouvoir concourir à retrouver une qualité de vie qui peut convenir aux patientes, quoi. Alors justement, vis-à-vis du couple, quelles sont les interrogations récurrentes qui reviennent sur ce sujet ? Alors les questions, c'est des fois parfois difficile pour les patientes de formuler des questions. Par contre, bien sûr, on entend des inquiétudes. Alors encore une fois, en fonction de l'histoire qu'elles ont au sein de leur couple aussi, il peut s'agir de sentiments des fois de rejet. Il peut s'agir de sentiments de ne plus être désirable, quelque chose qui peut avoir un peu attrait à l'angoisse de séparation, d'abandon, ou tout au contraire. La maladie peut aussi et souvent venir renforcer les liens. Des fois, il y a de la surprise aussi, de la surprise dans ce que peuvent vivre les patientes par rapport au réconfort, au soutien que le couple apporte, que le partenaire ou la partenaire va pouvoir apporter à la patiente, au patient. Voilà, donc il y a vraiment tout
un panel d'inquiétudes qui peuvent surgir et il s'agit de pouvoir encore une fois les parler, les verbaliser, des fois accompagner aussi le conjoint. On peut accueillir les couples ensemble en entretien. Et ça des fois c'est important de reprendre la dynamique que la maladie finalement va induire, mais aussi qui va être la maladie peut aussi être révélatrice de dysfonctionnements, des fois de conflits, de manques qui étaient là bien avant la maladie. Sincèrement, un gros travail à faire aussi de réintégration de ce parcours parce que la maladie vient s'inscrire dans l'histoire d'un sujet, d'une personne et elle est pas là à un moment donné puis elle s'en va. Elle s'inscrit vraiment, elle était dans un avant, un pendant et un après. Et je pense qu'il y a une dimension comme ça vraiment à prendre en compte pour continuer de vivre autrement. Parce que forcément, il y aura des transformations, c'est inévitable. Les patients doivent remobiliser leurs possibilités identificatoires, identitaires, et redéfinir une autre personne, la même mais autre en fait, la même mais différente. Parce que cette expérience-là, elle est comparable à aucune autre expérience. Et là, vraiment, cette dimension-là, je pense qu'elle est importante. Parce que souvent aussi, l'entourage a envie que ça passe, ça. A envie, une fois que les traitements sont passés, ça y est, maintenant on peut oublier. On peut oublier et oui, ça a eu lieu, mais maintenant on passe à autre chose. Et les patientes, elles peuvent pas tout de suite passer à autre chose et ça fera partie de leur vie tout le temps. Donc, il y a quelque chose comme ça vraiment à travailler avec l'entourage aussi des patientes elles-mêmes, pour pas perdre de vue cette dimension-là. Nous espérons que ce 3e épisode de vous à nous vous a plu. Vous pouvez retrouver les suivants sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Pour plus d'informations sur la lutte contre le cancer, rendez-vous sur le site de l'ICANS, www.icans.eu. À très vite. Une production Double Monde.